Bienvenue dans le premier épisode de notre série complète sur la Seconde Guerre mondiale, que nous avons développée pendant plusieurs mois. Nous prenons le temps de préparer chaque épisode plutôt que de les enregistrer tous en une seule fois. Dans cet épisode, nous plongeons dans le conflit le plus meurtrier et le plus horrible de l'histoire, qui aurait entraîné la perte de 55 à 75 millions de vies dans le monde entier. Bien que toutes les nations n'ayant pas participé à la guerre, chaque théâtre de combat significatif, Europe, Afrique, Pacifique et Asie, a été le témoin de combats. Dans l'élaboration de cette série, nous avons puisé dans des ressources d'archives, de la littérature, des mémoires, des journaux intimes et notamment des journaux contemporains qui offrent une richesse d'informations fascinantes. Au cours de ces épisodes, nous explorerons chaque théâtre de guerre, y compris les fronts oriental et occidental, ainsi que les fronts pacifiques et africains, en progressant chronologiquement mois par mois. Commençons. Avant de plonger dans le sujet, je tiens à reconnaître que notre audience s'est considérablement élargie, avec de nombreux spectateurs qui regardent sans s'abonner. Nous vous encourageons à vous abonner et à activer les notifications afin de rester informés de nos futurs épisodes, car nous en avons encore beaucoup en préparation. La Seconde Guerre mondiale est officiellement marquée comme ayant commencé à 4h26 du matin le 1er septembre, avec le premier vol de combat effectué par un avion de la Luftwaffe, un bombardier en piqué Junkers 87, piloté par Bruno Dilley, a exécuté le premier raid aérien contre des cibles polonaises. Cependant, cette perspective est quelque peu étroite. On peut dire que la guerre a véritablement commencé avec les mots « grand-mère est morte ». Que signifie cette phrase ? Nous avons discuté des événements qui ont précédé la guerre dans notre épisode sur l'accord de Munich, que nous vous invitons à regarder si ce n'est pas déjà fait. Passons brièvement en revue les causes de la Seconde Guerre mondiale, qui reflètent celles de la Première Guerre mondiale. Après avoir été écartée de la compétition coloniale durant la Première Guerre, l'Allemagne a cherché à accéder au marché de capitaux, au marché de consommation et aux colonies. Elle a proposé que les nations occidentales partagent ces ressources, une proposition qui avait contribué à la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne a finalement perdue. En conséquence, le pays a dû faire face à d'énormes réparations dans le cadre du système de Versailles, des montants fixes que même leurs créateurs reconnaissaient comme étant ingérables pour des générations d'Allemands, quels que soient leurs efforts. L'Allemagne a été assignée à des zones démilitarisées et a dû faire face à des limites concernant la taille de son armée après la Première Guerre mondiale. La guerre a également entraîné l'effondrement de deux grands empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe. Ce bouleversement a conduit à l'établissement de plusieurs nouveaux pays, y compris les États baltes, la Finlande, la Pologne et la Hongrie, qui ont obtenu leur indépendance après la dissolution de l'Autriche-Hongrie, ainsi que des nations nouvellement formées dans les Balkans. Par conséquent, la carte de l'Europe a subi une reconfiguration significative. Pour les Allemands, le traité de Versailles représentait une profonde humiliation nationale sur les plans moral, politique et économique. Ce sentiment a alimenté un désir de revanche. Lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, il a reconnu et capitalisé sur ses émotions pour construire un État militarisé visant à récupérer les territoires perdus et à établir une domination en Europe occidentale. Hitler a fait face à une opposition, principalement de la part de la France et de la Grande-Bretagne, les principaux adversaires de l'Allemagne. Le rôle de l'Union soviétique
complique encore la situation. Une question cruciale se pose. Pourquoi l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis n'ont-ils pas collaboré dès le départ pour arrêter Hitler après l'annexion de l'Autriche ou suite à sa prise de contrôle de la Tchécoslovaquie, ou plus tard, après l'invasion de la Pologne? Pourquoi les Alliés ne se sont-ils pas unis pour freiner les ambitions d'Hitler? L'explication est simple. Aucune véritable alliance n'existait. La Grande-Bretagne et la France considéraient l'Union soviétique de Staline comme tout aussi menaçante que l'Allemagne d'Hitler, la craignant au point d'envisager des actions militaires contre elle. Pendant ce temps, l'Union soviétique n'était pas passive. En signant le pacte Molotov-Ribbentrop, un traité de non-agression avec Hitler, elle a initié sa propre expansion en récupérant d'anciens territoires de l'Empire russe. Ce sujet sera examiné plus en détail dans de futurs épisodes. Dans le même temps, les États-Unis n'étaient pas intéressés à entrer en guerre et se concentraient plutôt sur un conflit imminent avec le Japon, qui allait finalement se produire. Il n'y avait pas de véritables alliés durant cette période, bien qu'une alliance avec la Pologne fût assurée. Les circonstances de la Pologne avant la guerre avec Hitler étaient assez complexes. Historiquement, la Pologne avait été alignée avec Hitler, et lorsque la Tchécoslovaquie était en train d'être partitionnée, elle revendiquait avec assurance la région de Teschen. Alors, comment la guerre a-t-elle officiellement commencé? Le conflit a été déclenché par le soi-disant corridor polonais. Cette zone se trouvait entre la Prusse d'un côté et la partie principale de l'Allemagne de l'autre, avec la ville libre de Danzig au milieu. Le corridor polonais a effectivement divisé le territoire allemand en deux, entraînant diverses disputes, y compris le transport de marchandises, les règlements de paiement pour ce transport et le statut de la population allemande y résidant. En fin de compte, les Allemands ont approché les Polonais avec une proposition. Permettez-nous de contrôler le corridor afin que nous puissions relier nos territoires et en retour, nous. Les négociations ont commencé et se sont poursuivies tout au long de 1939, l'Allemagne suggérant des choses comme le transfert de terres ukrainiennes soviétiques à la Pologne, car ils prévoyaient également un conflit avec Staline. Ils ont argumenté « Soutenez-nous, et avec votre vision d'une grande Pologne s'étendant de la Baltique à la mer Noire, vous obtiendrez des territoires ukrainiens. Accordez-nous simplement l'accès au corridor polonais. » Cependant, les Polonais ont décliné cette offre. Bien que la Pologne et l'Allemagne n'étaient pas totalement opposées à l'idée d'entrer en guerre contre l'Union soviétique, leur relation à l'époque comprenait un traité de non-agression et un accord de coopération, bien qu'elles soient intéressées par l'acquisition de terres ukrainiennes. Elles étaient également réticentes à renoncer au corridor polonais. À mesure que les tensions montaient, Hitler a reconnu que la guerre était inévitable, ce qui a conduit à des réunions de planification dans les quartiers militaires. Tout au long des premiers mois de 1939, tout ce qui restait était de trouver une justification pour le conflit. Il y avait des accusations continues selon lesquelles les Polonais violaient la frontière et provoquaient des conflits, ce que la Pologne a catégoriquement nié. Il soutenait qu'aucune provocation n'avait lieu car l'armée polonaise était significativement plus faible et n'avait aucune intention de s'engager dans une guerre avec Hitler. Cependant, un prétexte pour la guerre était nécessaire, ce qui a conduit au développement de l'opération Himmler. Ce plan consistait à orchestrer une série de provocations par les forces polonaises qui pourraient être enregistrées et documentées de manière convaincante par des photographies. Idéalement, les Allemands avaient l'intention de créer une victime parmi leur propre population à présenter au public occidental, leur permettant d'affirmer « Regardez,
Les Polonais nous ont attaqués. Nous n'avons d'autre choix que de nous défendre. Le Troisième Reich ne peut pas manquer de protéger son territoire. Cette logique a conduit à une opération connue sous le nom de « produits en conserve ». Reinhard Heydrich, chef de l'RSHA, a élaboré un plan. Mettons en scène un incident dans une station de radio frontalière à Gleiwitz. Nous ferons en sorte que les Polonais s'en emparent, en utilisant des officiers SS en uniforme polonais pour attaquer notre propre station. Ils tireront des coups de feu et diffuseront un message en polonais affirmant « Nous, la Grande Pologne, envahissons l'Allemagne parce que nous ne pouvons plus supporter la tyrannie du régime nazi. Pour garantir l'authenticité, nous ferons appel aux Volksdeutsch, des Allemands ethniques de Pologne qui parlent couramment le polonais, pour délivrer ce message à l'antenne. » La principale préoccupation était de savoir comment gérer les corps. Ils ne voulaient donc clairement pas nuire à leurs propres citoyens, ce qui a conduit au nom de l'opération « Produits en conserve ». Des prisonniers des camps de concentration déjà condamnés à mort ont été injectés avec des doses létales. Certains étaient habillés en uniformes polonais, tandis que d'autres portaient des uniformes allemands, créant le scénario selon lequel une escouade polonaise avait envahi, déclenchant une fusillade durant laquelle ils auraient supposément pris le contrôle de la station de radio. Ici gisaient les corps polonais, accompagnés des corps allemands, avec des photographies destinées à susciter choc et horreur, illustrant une prétendue tragédie. La phrase « Grand-mère est morte » provenait de Naujoks, un subordonné de Heydrich qui a exécuté cette opération. Il attendait le signal dans une chambre d'hôtel. Les corps étaient disposés pour simuler une bataille, et une diffusion a été faite affirmant que les Polonais prévoyaient une invasion. Hitler a saisi cette occasion pour susciter l'inquiétude parmi le public occidental, proclamant « C'est terrible, nous devons sécuriser nos frontières ». Hitler évitait de qualifier la situation de guerre, la présentant plutôt comme une campagne polonaise et soulignant l'importance de protéger les frontières de l'Allemagne. Sa stratégie était de vaincre rapidement la Pologne, convaincu que la Grande-Bretagne et la France ne viendraient pas en aide à la Pologne, ayant auparavant abandonné la Tchécoslovaquie. Après avoir soumis la Pologne, Hitler avait l'intention de négocier, déclarant « L'armée polonaise a capitulé. Résolvons cela maintenant et convoquons une conférence de paix. Nous avons gagné le corridor polonais et quelques autres territoires. C'est suffisant pour la paix, l'amitié et l'harmonie. » Hitler n'avait aucune intention d'établir la paix ou l'amitié. Il considérait la Pologne comme une menace significative pour le Reich. Le vaste territoire du pays, riche en industrie et en agriculture, représentait une opportunité d'étendre l'espace vital de l'Allemagne, qui était un objectif principal de son régime. Hitler croyait que l'Allemagne avait besoin de plus de terres pour l'agriculture et d'une structure de gouvernance plus robuste pour devenir la puissance dominante en Europe. Prendre le contrôle de la Pologne leur permettrait de se préparer à un conflit potentiel avec la France. Si la France choisissait de s'engager dans la guerre, l'Allemagne était confiante dans sa capacité à les conquérir. Sinon, il pourrait aborder la question à un moment ultérieur. La stratégie concernant la Grande-Bretagne était de les confiner à leur île. À ce moment-là, l'Union soviétique ne représentait aucune menace en raison du pacte Molotov-Ribbentrop qui sera exploré sous peu. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a dû faire face à des défis importants, devant reconstruire son armée et sa marine conformément aux restrictions imposées par le traité de Versailles sur le tonnage des navires, avec peu d'opportunités pour former des soldats
et des divisions de chars en Allemagne, alors que les Français et les Britanniques surveillaient de près ces mouvements. Cette situation a favorisé la collaboration militaire entre l'Allemagne et l'Union soviétique. L'Allemagne a fourni des technologies à l'Union soviétique, tandis que des officiers allemands ont reçu une formation dans des installations de chars et d'aviation là-bas. En échange, les Soviétiques ont fourni à l'Allemagne des ressources essentielles, telles que des grains et du pétrole, créant une relation mutuellement avantageuse. Signé juste un mois avant la guerre, le pacte Molotov-Ribbentrop est interprété de plusieurs manières. Une interprétation suggère que Staline et Hitler ont partitionné l'Europe entre eux, Staline anticipant un contrôle futur sur la Pologne, la Tchécoslovaquie et d'autres nations. En fin de compte, nous ne pouvons pas connaître avec certitude les pensées de Staline. Ceci n'est que ma perspective. Ce qui est évident, c'est qu'il cherchait à récupérer des territoires qui appartenaient à l'Empire russe. De plus, l'armée rouge était en train de se renforcer avec de nouvelles armes et se préparait à un conflit potentiel, ce qui indique que Staline avait des plans en tête. Cependant, il reconnaissait également qu'une confrontation avec Hitler était inévitable. Le pacte diplomatique a servi de stratégie pour gagner du temps et retarder la guerre imminente aussi longtemps que possible, lui permettant finalement de la repousser de 2 ans. Au cours de cette période, l'armée soviétique a fait des efforts pour mettre en œuvre des réformes, mobiliser et positionner ses troupes, bien que, comme nous le verrons en 1941, ce processus n'ait pas été pleinement réalisé. Staline avait suggéré de créer des alliances militaires économiques pour favoriser une défense collaborative et renforcer les liens économiques, mais ces discussions n'ont abouti à aucun résultat. Tant la Grande-Bretagne que la France, c'est pourquoi j'ai noté leur perception de Staline comme un adversaire, ont effectivement exercé des pressions sur lui pour qu'il conclue un accord avec Hitler. Conscient que la guerre était imminente en Europe, Staline visait à positionner l'Union soviétique de manière avantageuse. Il croyait que si l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne s'épuisaient dans le conflit, l'URSS pourrait poursuivre ses objectifs de politique étrangère, sans même avoir besoin de s'engager dans la guerre elle-même. Je crois que ce sont là les considérations de Staline à cette époque. Comme mentionné précédemment, l'URSS cherchait à établir des accords avec la Grande-Bretagne et la France, mais ces efforts ont été repoussés. En revanche, les négociations avec Hitler ont progressé rapidement. En seulement 2 mois, tout était finalisé car Hitler avait ordonné à Ribbentrop de céder à toutes les demandes de Staline. Cet arrangement s'est avéré avantageux pour l'Allemagne, car il les protégeait de devoir se battre sur plusieurs fronts, contre la Pologne, possiblement l'Union soviétique, et potentiellement la Grande-Bretagne et la France également. Hitler visait à se concentrer uniquement sur la Pologne, ce qui lui permettait d'entrer en guerre avec moins de contraintes. Le 31 août, la phrase codée « Grand-mère est morte » a été transmise, entraînant la saisie de la station de radio et l'avancée subséquente des troupes allemandes en Pologne. La première frappe aérienne a eu lieu à 4h26, suivie de tirs dans la ville libre de Danzig à 4h45. Une semaine plus tôt, le vieux cuirassé allemand Schleswig-Holstein était arrivé pour une soi-disant visite amicale pour ensuite lancer une attaque contre les fortifications polonaises. De plus, ce jour-là, le premier combat aérien a eu lieu lorsque le pilote de la Luftwaffe, Frank Neubers, a abattu un chasseur polonais. La guerre avait commencé et rien ne pouvait arrêter son escalade. Le jour de l'invasion, le 1er septembre,
l'Union soviétique a abaissé l'âge de la conscription de 21 à 19 ans, marquant le début d'une mobilisation secrète. Des troupes ont été déployées plus près de la frontière polonaise, bien que j'ai précédemment noté que le déclenchement de la guerre était inévitable. Il y avait un effort pour l'éviter. Le 2 septembre, le leader italien Mussolini a proposé une conférence de paix impliquant la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie. Cependant, étant donné l'influence diminuée de l'Italie en Europe à l'époque, la France et la Grande-Bretagne ont répondu qu'une conférence ne pourrait avoir lieu qu'après le retrait de toutes les troupes allemandes de Tchécoslovaquie et de Pologne et la cessation de ses actions offensives. Naturellement, Hitler a rejeté cette proposition. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne, suivi des déclarations de plusieurs dominions britanniques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et l'Afrique du Sud, tandis que le Canada se joindrait plus tard. Un scénario intrigant s'est développé en Espagne. Dans l'ensemble, la perception du peuple espagnol à l'égard de Francisco Franco est largement négative. Ses actions ont conduit à une guerre civile qui a provoqué une violence généralisée, restreint l'indépendance de la Catalogne et des régions basques et réprimé l'autonomie locale. Cependant, il y a un aspect pour lequel les Espagnols expriment de la gratitude envers Franco. Il a réussi à maintenir l'Espagne neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Espagne a été le premier pays dont a annoncé sa neutralité, déclarant « Nous ne participerons pas, nous ne favorisons aucun camp. Nos ports restent ouverts, notre système bancaire fonctionne et nous ne nous impliquerons pas à faire comme d'habitude. » Dès le début de la guerre, la situation pour la Pologne était désastreuse. Au 5 septembre, le gouvernement polonais et ses réserves d'or s'étaient déplacés de Varsovie à Lublin. À ce stade, la 4e armée, dirigée par Kluge, et la 3e armée, commandée par Küchler, avaient encerclé l'une des armées polonaises, entraînant des redditions massives parmi les forces polonaises. Au 6 septembre, l'Allemagne avait pris le contrôle de Cracovie. Maintenant, tournons-nous vers une autre partie du monde. D'un point de vue chinois, ce récit commencerait différemment. Alors que l'Europe commençait à peine ses hostilités avec l'invasion de la Pologne par Hitler, la Chine était déjà engagée dans une guerre brutale avec le Japon depuis un certain temps. Le Japon avait déclenché un conflit à grande échelle en Chine, et les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France tentaient de servir d'intermédiaires. Cependant, l'insistance du Japon à créer un gouvernement fantoche pour protéger ses intérêts économiques a conduit à une violence généralisée. De plus, le Japon envahissait fréquemment la Mongolie, entraînant des escarmouches avec les forces soviétiques. Par exemple, le 5 septembre, 2 bataillons de troupes japonaises ont tenté de s'emparer de hauteur à Khalkhin-Gol, mais ont subi la perte de 350 hommes. Cela a également mis en évidence le conflit militaire en cours du Japon avec l'Union soviétique. Pendant ce temps, en Europe, les Allemands avaient capturé Cracovie. L'Union soviétique mobilisait discrètement des troupes alors que les déploiements commençaient. En Allemagne, des mesures de censure significatives ont été mises en place, instituant la peine de mort pour des actions pouvant compromettre la défense nationale. Cette peine sévère s'appliquait aux actes de sabotage, de subversion ou d'incitation liés aux industries de défense ou militaires. Vous vous demandez peut-être, les Français et les Britanniques ont déclaré la guerre le 3 septembre, mais que faisaient-ils le 6 septembre? Pendant ce temps, en particulier les Français, étaient impliqués dans ce qui est devenu
connue sous le nom de guerre drôle. Dans le cadre de leurs obligations d'alliance envers la Pologne, l'armée française a avancé dans la vallée du Rhin et a pris 12 villes allemandes. Il semblait que c'était un moment opportun pour lancer une attaque contre l'arrière de l'Allemagne, surtout avec l'arrivée prévue des forces britanniques, ce qui aurait pu créer un conflit à 2 fronts pour l'Allemagne. Cependant, le cours de la guerre ne s'est pas déroulé comme prévu. La vallée du Rhin était défendue par un système fortifié, connu sous le nom de ligne Siegfried, qui faisait partie de la stratégie défensive de l'Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, la construction de lignes fortifiées est devenue une approche courante, comprenant des tranchées, des positions d'artillerie permanentes sur plusieurs niveaux, ainsi que des arsenaux souterrains et de l'artillerie en surface. Ces défenses incluaient des réseaux de communication, des hôpitaux de campagne et des obstacles contre les chars. À travers l'Europe, des fortifications similaires existaient, telles que la ligne Maginot en France, conçue pour contrer une éventuelle attaque allemande, la ligne Siegfried dans la vallée du Rhin en Allemagne, la ligne Mannerheim sur l'isthme de Carélie en Finlande, et une ligne fortifiée en Belgique pour protéger le canal Albert d'une éventuelle invasion allemande. Cette approche défensive était basée sur les tactiques de guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale, caractérisée par le positionnement des soldats dans des tranchées profondes et l'engagement dans des conflits prolongés et statiques. Un facteur majeur de la défaite éventuelle de la France fut sa dépendance à des doctrines militaires obsolètes qui anticipaient une guerre lente et immobile. En revanche, les Allemands ont ensuite déchaîné leurs divisions de chars et mené des attaques surprises qui se sont révélées dévastatrices pour les forces françaises. Malgré cela, la guerre est restée dans une impasse pendant toute une année. Pendant cette période, les Français n'ont guère fait plus que subir des échanges d'artillerie occasionnels et maintenir une reconnaissance aérienne, bombardant même occasionnellement la Ruhr. Cela est devenu un scénario farcesque, au cours duquel la France a adopté une stratégie de défense agressive. Ils restèrent stationnés sur le sol allemand, dans l'idée que cela dissuaderait les attaques allemandes, menant à une période plus tard appelée la guerre drôle, qui dura 1 an. Le 9 septembre, l'armée polonaise Poznań, sous la direction de Tadeusz Kurzeba, lança une offensive significative contre la 8e armée allemande, commandée par le général Johannes Blaskowitz, mais fut finalement vaincue. Suite à cette perte, la situation se détériora rapidement alors que les Allemands avançaient vers les faubourgs de Varsovie. Le 12 septembre, l'armée polonaise fut encerclée près de Radom et se rendit, entraînant la capture de 60 000 soldats polonais. À ce stade, alors que les Français avançaient dans la région du Rhin et recevaient des mises à jour de Pologne, l'état-major français ordonna un arrêt de leur progression en invoquant des développements rapides en Pologne. C'était une décision plutôt contradictoire, d'autant plus que les Allemands n'avaient pas encore capturé Varsovie. Reconnaissant qu'une prise rapide était peu probable, ils substituèrent les divisions de chars encerclant la ville par de l'infanterie, choisissant de mettre Varsovie sous siège pendant que la 14e armée allemande se dirigeait vers Lwów. Cela nous amène à un autre aspect crucial. Avant la guerre, les Allemands cherchèrent des alliances avec des nationalistes ukrainiens. Souchko recruta des agents, conscients des tensions nationales significatives entre Ukrainiens et Polonais. Les Allemands visaient à utiliser ces agents pour des actes de sabotage afin de déstabiliser l'arrière polonais, d'autant plus que les relations avec l'Union soviétique demeuraient incertaines.
Cela s'est produit avant la signature du pacte Molotov-Ribbentrop. Cependant, une fois que Hitler a finalisé cet accord avec les Soviétiques, Souchko et les nationalistes ukrainiens de l'Ouest furent rapidement ignorés et jugés inutiles. Tous les engagements précédents, comme l'avancée en Pologne et l'octroi de l'indépendance à l'Ukraine occidentale pour établir un État ukrainien, furent soudainement abandonnés. Les forces allemandes arrivèrent dans la ville de Lwów, alors partie de la Pologne. Le 14 septembre, les chars de Guderian avaient avancé jusqu'à Brest, où les troupes polonaises montèrent une défense courageuse de la forteresse de Brest, tenant bon pendant plusieurs jours. Cependant, la forteresse finit par céder, et le même jour, les Allemands avaient complètement encerclé Varsovie. L'armée allemande mit seulement 14 jours à vaincre décisivement la Pologne. À ce stade, une réunion eut lieu à Moscou entre le ministre des Affaires étrangères soviétique Molotov et l'ambassadeur allemand Schulenburg. Molotov indiqua qu'en vertu de leur accord, les soviétiques visèrent à protéger les intérêts des paysans de la classe ouvrière en Biélorussie et en Ukraine occidentale, ainsi qu'à réunir l'Ukraine occidentale avec ses homologues orientaux. Il nota que les troupes soviétiques étaient prêtes à entrer en Pologne et attendaient une confirmation sur le moment où Varsovie tomberait. Schulenburg répondit que cela se produirait dans quelques jours, après quoi les soviétiques pourraient avancer leurs forces en Pologne. Les réunions entre Molotov et Schulenburg se poursuivaient plusieurs fois par semaine, abordant divers sujets entre les Allemands et le gouvernement soviétique. Pour Hitler, ces discussions étaient essentielles, lui permettant de surveiller la position de Staline et ses actions à venir. C'était l'une des premières réunions durant la campagne polonaise. Le 15 septembre, l'armée allemande avait progressé jusqu'à la ligne s'étendant de Bialystok à Bielsk, Brest-Litovsk et Osowiec, notamment. Contrairement aux rencontres précédentes, il n'y aurait pas de défense vaillante de la forteresse d'Osowiec dans cette guerre, car elle était désormais sous contrôle polonais. Les forces allemandes atteignirent le front, encerclant Lwów, et présentèrent un ultimatum de 12 heures à Varsovie, exigeant le désarmement, l'évacuation des civils ou la reddition. Les Allemands avertirent que le non-respect de ces exigences entraînerait une attaque sur la ville. Les Polonais rejetèrent cette demande. Le 16, le groupe d'armées nord de l'Allemagne et le groupe d'armées sud se réunirent, encerclant efficacement les deux dernières armées polonaises, les derniers actifs militaires significatifs de la Pologne. Conscient de la situation désespérée, le gouvernement polonais chercha un itinéraire de transit à travers la Roumanie, ayant l'intention de s'échapper sur le territoire roumain et finalement de se rendre en France. Les Roumains consentirent à aider les Polonais, disant en substance « N'hésitez pas à vous échapper si nécessaire ». Pendant ce temps, les Allemands lancèrent leur offensive sur Varsovie, et les autorités polonaises demandèrent l'évacuation des civils. Les Allemands rejetèrent cet appel, répondant « Vous aviez 12 heures pour vous conformer, et maintenant, il n'y a plus d'excuses. » Puis, à 6 heures du matin, le 17 septembre, l'armée rouge soviétique entra en Pologne. Molotov s'adressa à la radio, annonçant l'effondrement de l'État polonais et déclarant qu'il devait protéger la classe ouvrière et les paysans opprimés sous le contrôle des capitalistes et des propriétaires terriens, ainsi que réunir les peuples biélorusses et ukrainiens occidentaux avec leur patrie historique. Les forces soviétiques avancèrent en Ukraine occidentale et en Biélorussie occidentale. Le même jour, un événement significatif se produisit, la signature d'une trêve
entre l'Union soviétique et le Japon. J'en ai brièvement parlé dans l'épisode sur Pearl Harbor. Le Japon envisageait son prochain objectif après la Chine, s'engager dans un conflit avec la Russie ou l'Amérique. La trêve avec l'Union soviétique, la première du genre, était une décision diplomatique stratégique car le Japon n'était pas prêt à affronter les soviétiques. Il manquait de chars suffisants et ne savait pas comment mener des opérations militaires sur l'immense territoire russe. Ainsi, ils choisirent de signer la trêve. Le 18 septembre, l'armée soviétique entra à Vilna, aujourd'hui connue sous le nom de Vilnius, qui était alors une ville polonaise et la capitale de la Lituanie. À peu près à la même période, les forces allemandes et soviétiques convergèrent près de Brest-Litovsk. Le jour suivant, un nouveau coup fut porté à la Pologne lors de la bataille de Bzura, où l'armée polonaise se rendit, entraînant la capture de 170 000 soldats. Parallèlement, en mer, les Allemands coulèrent leur premier navire de guerre britannique, le HMS Courageous. Quelles actions les Britanniques prenaient-ils en réponse? Bombardèrent-ils Berlin, Hambourg, Kiel ou l'île de Sylt, où l'artillerie allemande était stationnée? Étonnamment, ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, les Britanniques se concentrèrent sur une tactique inhabituelle, larguer des millions de tracts sur l'Allemagne. La propagande britannique avait prouvé son efficacité durant la Première Guerre mondiale, comme je l'ai noté dans l'épisode sur ce conflit, et maintenant ils reprenaient cette campagne idéologique en dispersant des tracts, semblables à leur stratégie de la Première Guerre mondiale, visant à saper le moral des civils pendant que les armées y étaient retranchées. Cette fois-ci, cependant, l'effort n'eut aucun impact. La société allemande débordait d'enthousiasme en raison de ses victoires en Pologne, favorisant un sentiment d'unité parmi la population. Cependant, les tracts s'avérèrent complètement inefficaces. Pendant ce temps, la réalité économique en Allemagne était difficile, car le rationnement du pain, de la viande et du beurre était mis en place pour la première fois. Bien que ce ne soit pas le principal sujet de cet épisode ou de notre série historique, il est intéressant de voir comment différents pays ont géré le rationnement alimentaire pendant la guerre. En Allemagne, les rations comprenaient du pain, de la viande et du beurre, tandis que les Britanniques limitaient initialement le bacon, le jambon, le beurre et la viande. Notamment, le bacon et le jambon étaient exclus des rations allemandes. En revanche, les Français adoptaient une position passive, retranchée dans la Rhénanie et ne prenant aucune mesure. À Moscou, Vorochilov rencontra l'attaché militaire allemand pour négocier un calendrier de retrait des forces allemandes d'Ukraine occidentale et de Biélorussie occidentale, facilitant ainsi l'entrée des troupes soviétiques. Pendant ce temps, le 21 septembre, un soulèvement civil éclata à Varsovie, alors que la police et les soldats restants rejoignaient les civils dans une rébellion qui fut rapidement réprimée. L'Union soviétique et l'Allemagne délibérèrent sur la ligne de démarcation, établissant avec succès une nouvelle frontière, alors que la Pologne cessait d'exister. Ce développement aboutit à une frontière commune entre les deux nations. Quant à la presse occidentale, je m'abstiendrai de citer les journaux soviétiques, car ils sont souvent considérés comme des sources de propagande. Une approche également observée dans les publications allemandes, britanniques et françaises. C'était l'information rapportée par les Américains. Le 22 septembre, une parade militaire combinée, mettant en vedette les armées allemandes et soviétiques, eut lieu dans la ville de Brest, avec des soldats défilant en formation devant leur commandant. Cet événement symbolisait leur accord
et l'établissement d'une frontière commune, marquant la conclusion effective de l'existence de la Pologne. Le 23 septembre, le haut commandement allemand déclara officiellement la fin de la campagne polonaise. Un fait intéressant. Hitler prononça son premier discours de guerre, le 1er septembre, vêtu pour la première fois depuis des années d'un uniforme militaire. Par la suite, il continua à donner ses discours importants en tenue militaire, mettant fréquemment en avant son identité de simple caporal, ayant vécu la guerre des tranchées de première main, contrairement aux généraux prussiens. La propagande allemande continuerait de promouvoir le récit d'Hitler en tant que soldat ordinaire tout au long de la guerre. Le 24 septembre, les Britanniques commencèrent à redéployer des troupes en France après de longues négociations au Parlement avec les Français concernant le nombre de troupes et les détails de la planification. Alors que ces plans étaient en cours de finalisation, la Pologne avait déjà été vaincue. Ainsi, le 24 septembre, les Britanniques initièrent leur transfert de troupes vers la France, se préparant à des combats sérieux. Pendant ce temps, Moscou commençait à élaborer une nouvelle stratégie diplomatique. Avec les situations en Ukraine occidentale et en Biélorussie occidentale résolues, le gouvernement de Staline orienta son attention vers d'autres préoccupations, en particulier l'avenir des États baltes et de la Finlande. Les efforts diplomatiques avec les nations baltes commencèrent, marqués par la rencontre de Molotov avec des représentants estoniens à Moscou pour discuter d'un accord commercial. Les représentants estoniens rapportèrent que l'accord commercial n'avait été discuté que brièvement pendant environ 15 minutes avant que Molotov n'aborde le sujet central. Le commerce est bien, mais concentrons-nous sur le point principal. Nous avons besoin de bases militaires en Estonie car nous anticipons une escalade de la guerre en Europe et nous ne pouvons pas prédire qui pourrait attaquer l'Union soviétique. Bien que nous ayons pour l'instant un traité de paix avec l'Allemagne, cela pourrait changer du jour au lendemain. De plus, la Grande-Bretagne et la France sont clairement adversaires. Nous ne pouvons pas permettre que les territoires baltes servent de point de lancement pour des attaques ennemies sur le territoire soviétique. Molotov déclara explicitement que les Soviétiques avaient l'intention d'établir une base militaire en Estonie, accompagnée d'une force limitée de 15 000 à 20 000 soldats. Pendant ce temps, le 25 septembre, les Allemands commencèrent leurs bombardements brutaux et indiscriminés sur Varsovie. Cette attaque visait à intimider plutôt qu'à servir un quelconque objectif militaire, envoyant un message clair à la résistance polonaise et aux civils. Si vous pensez pouvoir vous soulever contre nous, nous vous bombarderons rapidement jusqu'à la soumission. Le même jour, Hitler signa un document notable. Malgré leur alliance avec l'Union soviétique et le fait que les États baltes se trouvaient dans sa sphère d'influence, Hitler commença à planifier l'invasion et l'annexion de la Lituanie. En Allemagne, le rationnement s'accentuait, avec des cartes alimentaires désormais requises pour les produits populaires. Le 25 septembre, des journaux bulgares rapportèrent que les Ukrainiens et les Biélorusses exprimaient un grand enthousiasme concernant l'arrivée de l'armée soviétique, anticipant leur intégration dans l'Union soviétique. Pendant ce temps, les Estoniens acceptèrent rapidement les conditions avec Molotov à Moscou concernant un accord commercial et l'établissement d'une base militaire soviétique en Estonie avec un contingent de 25 000 soldats. Le 26 septembre, les forces allemandes commencèrent leur attaque sur Varsovie, tandis que Ribbentrop se rendait à Moscou pour proposer un nouvel accord à Staline et Molotov concernant leurs futures frontières communes plutôt que des lignes de démarcation. En déplaçant notre attention vers la France,
où l'ennemi principal était l'Allemagne. Des préparatifs pour la guerre étaient en cours avec des troupes déployées dans la région du Rhin. Cependant, en interne, la situation en France était tendue, car le Parti communiste était entièrement interdit, reflétant à quel point les Français, et dans une certaine mesure les Britanniques, prenaient au sérieux la menace communiste à cette époque. Il est crucial de reconnaître que les idéologies de gauche, en particulier le communisme, ont gagné une popularité significative dans l'Europe d'après la Première Guerre mondiale. Des mouvements tels que le Comintern et plusieurs organisations féminines, principalement de gauche, défendaient des notions d'égalité, de fraternité et de justice sociale. Ces concepts étaient séduisants dans une Europe capitaliste, suscitant des craintes parmi les Français, les Britanniques et les Allemands. L'élite intellectuelle a adopté ces idéologies, facilitant leur diffusion parmi la population. Par conséquent, la France s'est conformée aux sentiments occidentaux dominants en interdisant le Parti communiste français. Le 28 septembre, Varsovie était sous contrôle allemand, et à partir de ce moment, la Pologne, en tant qu'État, ne serait plus abordée avant 1945. Le même jour, Staline reçut et signa les documents de ratification du traité avec l'Estonie, notant aux Estoniens « Vous avez eu raison de signer. Sinon, vous auriez pu faire face à un destin similaire à celui de la Pologne. » À la fin septembre, Hitler avait atteint ses objectifs principaux, évitant avec succès une guerre sur 2 fronts. Du 29 septembre au début octobre, les troupes allemandes, n'étant plus nécessaires en Pologne, furent déployées vers l'ouest. Pendant ce temps, l'agence de presse américaine United Press introduisit l'expression « guerre de faux ». Ils rapportèrent « Nos journalistes sont arrivés et quelque chose d'inhabituel se produit. Les Français sont positionnés dans des tranchées. Des journalistes leur rendent visite et même des femmes sont présentes alors qu'ils dégustent du vin le week-end. Pendant ce temps, des trains remplis de soldats allemands passent sans bombardement ni conflit. Rien ne se passe du tout. Que se passe-t-il? Une guerre de faux. » Cela marqua la première utilisation du terme « guerre de faux ». L'Allemagne et l'Union soviétique étaient engagées dans des discussions concernant un nouvel accord frontalier, officiellement nommé le Traité d'amitié et de frontières. En France, le gouvernement polonais en exil dirigé par le général Sikorski était en cours d'établissement. 2 centres de résistance polonaise allaient se former, mais finalement, Londres deviendrait la base principale. D'autres pays, occupés par l'Allemagne, mirent également en place des gouvernements en exil suite à la défaite de la France. Le gouvernement polonais, ainsi que ceux de la Norvège et de certaines parties de la Tchécoslovaquie, se déplaceraient à Londres, créant un centre de résistance significatif, composé de ces gouvernements en exil. Après l'interdiction du Parti communiste en France, le pays s'est engagé à confisquer tous ses actifs, faisant face à des critiques de la part d'alliés comme la Grande-Bretagne, qui soutenaient que cela portait atteinte à la liberté d'expression et au choix politique. Cependant, les Français ont écarté ces préoccupations et ont persisté dans leurs efforts anticommunistes. Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, le Japon a bombardé Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, signalant le début de la campagne significative du Sichuan. D'ici le 10 octobre, les forces allemandes, n'étant plus engagées dans des combats en Pologne, furent relocalisées en masse sur le front occidental. En réponse, les Français reconsidérèrent leur stratégie et retirèrent leurs troupes derrière la ligne Maginot. Là, les soldats français,
occupaient leur temps dans des bunkers, en fumant, en écoutant de la musique et en plaisantant sur les Allemands, convaincus que la ligne Maginot était imbattable. Cette ligne de défense avancée leur offrait un sentiment de sécurité et de confort total, coïncidant avec la chute de Varsovie. Les Sonderkommando, ou unités spéciales, initièrent des actions répressives dans la ville. À l'arrivée de la Wehrmacht, un groupe de résistance connu sous le nom de « Service pour la victoire de la Pologne » fut établi, s'engageant dans la guerre de guérilla contre les Allemands pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Le New York Times critiqua l'accord commercial soviéto-estonien dans un article, soutenant que l'Estonie avait été contrainte à un accord ressemblant à un pacte militaire. Le rapport indiquait que l'Estonie n'avait aucun moyen de résister et soulignait la domination croissante de Staline sur la région balte. Pendant ce temps, aux États-Unis, la déclaration de Panama fut adoptée, proposant la création d'une zone de sécurité s'étendant de 300 à 1000 km des côtes américaines. Cette zone, principalement surveillée par des navires militaires américains avec l'assistance de navires latino-américains, visait à renforcer le contrôle américain sur le continent et ses bases insulaires, tout en protégeant la navigation et les mouvements dans certaines parties de l'Atlantique et du Pacifique. Alors que l'Union soviétique cherchait à se protéger en déployant des forces militaires dans les États baltes et en s'engageant dans un conflit avec la Finlande, les États-Unis faisaient clairement savoir à leurs voisins latino-américains et même au Japon qu'ils avaient le contrôle sur les océans environnants, affirmant qu'aucune action significative n'aurait lieu sans leur consentement. Dans ce contexte, toutes les grandes puissances s'efforçaient de créer des zones tampons protectrices, que ce soit par l'intermédiaire de nations voisines ou des eaux environnantes, afin de sécuriser leurs intérêts. Le 4 octobre, le cabinet britannique approuva le plan Balfour qui prévoyait l'établissement d'un État juif en Palestine. Bien que ce sujet ne soit pas le principal axe ici, il met en lumière l'incohérence de l'approche britannique concernant la question juive. D'une part, ils soutenaient un État juif. D'autre part, ils ont ensuite entravé les Roumains dans le transport de Juifs, l'une des routes les plus sûres pour les évacuer vers la Palestine, en affirmant qu'ils n'avaient pas la capacité d'accepter davantage de personnes. Cela a effectivement bloqué une route d'évacuation vitale pour les Juifs confrontés au génocide nazi, mais nous aborderons cet aspect plus tard. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le plan Balfour. Le 5 octobre, Hitler dirigea une parade militaire à Varsovie, affirmant dans son discours que le Reich était désormais en sécurité après avoir vaincu la bête militaire polonaise qui avait osé les défier. Il était évident que la Pologne serait annexée par l'Allemagne et transformée en gouvernement général. À Moscou, Molotov conféra avec des représentants de la Lituanie, présentant une offre similaire à celle faite à l'Estonie. Nous signerons un accord commercial tout en établissant une base militaire dotée d'un contingent limité de 25 000 soldats. Une proposition similaire fut faite à la Finlande, bien que l'Union soviétique ne s'attendît pas à ce que la Finlande l'accepte. C'est un moment décisif. En 1918, la première guerre carélienne éclata entre les Finlandais et l'armée rouge. Pendant cette période, Mannerheim prêta son serment de l'épée, s'engageant à expulser les forces léninistes qu'il qualifiait de voyous, voleurs et meurtriers de Finlande. Ce sentiment contribua à l'émergence de la vision ultranationaliste d'une grande Finlande, englobant des régions de Carélie et d'Ingérie. Avant la guerre, les gouvernements nationaux exploraient activement des stratégies d'expansion.
La Finlande nourrissait un intense sentiment anti-soviétique durant cette période, contrastant avec ses relations amicales ultérieures avec l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, à la fois le gouvernement finlandais et son establishment étaient fermement opposés à l'influence soviétique. Le 6 octobre, Hitler envoya des messages diplomatiques confidentiels à Londres et à Paris, laissant entendre la possibilité de pourparlers de paix. Nous avons résolu la question polonaise. Ce n'est plus une préoccupation. Pouvons-nous commencer les négociations ? Les Français et les Britanniques répondirent par un refus. Dans le même temps, les Japonais lancèrent une nouvelle offensive, avec un segment de la bataille mettant aux prises 90 000 soldats japonais face à 180 000 troupes chinoises, soulignant la brutalité du conflit et le nombre élevé de victimes. Suite au refus des Britanniques et des Français, Hitler déclara publiquement que la paix avait été atteinte en Europe, notamment en Europe de l'Est, affirmant que les intérêts de l'Allemagne et de l'Union soviétique étaient unis pour maintenir cette paix. Sa déclaration fut rapportée dans le journal Pravda. Les Allemands résistèrent encore un jour, espérant que les Britanniques pourraient reconsidérer leur position, mais finalement, ni les Britanniques ni les Français ne cédèrent. Le 8 octobre, Hitler promulgua un décret qui dissout officiellement la Pologne, la transformant en gouvernement général sous l'appointé Hans Frank en tant que premier gouverneur. Frank allait tristement semer le chaos en Pologne, établissant des ghettos juifs et commettant de nombreuses atrocités. Malgré ces actions notoires, le fait historique clé demeure. La Pologne avait officiellement cessé d'exister, remplacée par le gouvernement général. Simultanément, les Allemands découvrirent que l'Union soviétique engageait des négociations avec la Turquie. Étant donné la proximité sud de la Turquie et ses liens avec la France et la Grande-Bretagne, cela suscita des inquiétudes en Allemagne concernant une possible alliance et une attaque imminente sur leur frontière sud. En réponse aux renseignements concernant ces discussions, Schulenburg, l'ambassadeur allemand à Moscou, interrogea Molotov. « Quelle conversation avez-vous avec les Turcs ?» Le ministère des Affaires étrangères soviétique répondit, exprimant sa confusion face à l'inquiétude allemande. « Nous sommes libres de discuter de tout ce que nous souhaitons avec la Turquie et n'avons aucune intention de comploter contre vous. » Néanmoins, un rapport fut envoyé à Berlin, indiquant que l'Union soviétique négociait avec la Turquie. Il notait également le déploiement de troupes soviétiques en Estonie, avec des projets de faire de même en Lettonie, en Lituanie et en Turquie. Hitler fut informé que les Soviétiques pourraient planifier quelque chose. Le 9 octobre, Hitler avança en signant la directive Gelb, qui détaillait la stratégie d'invasion de la France et de contournement des forces franco-britanniques. Cela marqua le début de la planification de l'offensive sur le front occidental. Le 10 octobre, un chapitre sombre commença avec l'établissement du ghetto juif à Lublin, où des Juifs de toute la Pologne furent déplacés de force, ainsi que ceux de Poméranie, de Silésie et d'Autriche dans le futur. Pendant ce temps, à Moscou, des discussions se poursuivaient entre l'Union soviétique et la Lituanie. Les Soviétiques visaient à établir une base en Lituanie et proposèrent d'offrir Vilnius, alors connu sous le nom de Vilna, à la Lituanie. La proposition fut acceptée et un traité fut préparé pour signature. Jusqu'à ce moment, Kaunas avait servi de capitale à la Lituanie, tandis que Vilnius, qui était sous contrôle polonais, fut transféré à la Lituanie dans le cadre du traité. De plus, des discussions commencèrent sur le stationnement d'un contingent militaire soviétique.
limitée en Lituanie. Le 11 octobre, un événement significatif se produisit qui allait modifier l'histoire. Une équipe de scientifiques, dirigée par Albert Einstein, envoya une lettre alertant le monde des efforts de l'Allemagne pour développer une bombe atomique. La réponse immédiate fut tiède, car le concept de bombe atomique n'était pas largement compris. Cependant, les États-Unis commencèrent à préparer leur propre programme atomique. Staline fut informé de cette situation et affirma la nécessité pour l'Union soviétique de poursuivre sa propre initiative atomique. La nouvelle la plus cruciale était que l'Allemagne progressait rapidement vers la construction d'une bombe atomique, bien que, heureusement, elle n'ait jamais réussi à en développer une pendant la guerre, ni à acquérir des armes nucléaires. Comme mentionné précédemment, Hans Frank fut nommé premier gouverneur du gouvernement général en Pologne, et les déportations massives de Juifs s'intensifièrent pour inclure également ceux de Tchécoslovaquie, d'Autriche et de Poméranie. Des Juifs de diverses régions furent déplacés de force dans des ghettos, qui fonctionnaient effectivement comme des camps de concentration. Les discussions engagées entre l'Union soviétique et la Finlande portèrent sur l'importance stratégique de Leningrad. Staline exprima son inquiétude quant à la proximité de Leningrad avec un ennemi potentiel et insista pour déplacer la frontière à 40 miles de la ville. Bien que cela fût la demande principale, d'autres questions connexes étaient également à l'étude. L'Union soviétique insista pour que la Finlande abandonne la péninsule de Hanko et toutes les îles environnantes dans le golfe de Finlande, importantes pour la protection des routes maritimes et servant de lieu stratégique. En échange, Staline proposa de transférer une plus grande zone en Carélie à la Finlande, bien que celle-ci ait une importance militaire moindre et soit 2 fois plus grande que le territoire demandé. La Finlande refusa cette offre, et bien que les négociations se poursuivirent, il devint évident qu'aucune des 2 parties n'était susceptible de faire des concessions. Le 14 octobre, les Britanniques prirent conscience du fait que leur perception d'invulnérabilité, héritée de la Première Guerre mondiale, était désormais dépassée. Malgré le fait que Scapa Flow, la base principale de la flotte britannique, était fortement protégée par des défenses anti-aériennes, le sous-marin allemand U-47 s'infiltra audacieusement dans le port et coula le cuirassé Royal Oak, entraînant la mort de 800 membres d'équipage. L'opération fut exécutée avec une remarquable audace. Le sous-marin entra dans le port, fit surface pour lancer ses torpilles à profondeur périscopique, puis replongea à nouveau pour quitter la baie. L'équipage du Royal Oak crut initialement qu'ils étaient attaqués par des avions allemands, ce qui entraîna des tirs anti-aériens frénétiques et des projecteurs balayant le ciel, tandis que le sous-marin restait indétecté. Les Britanniques restèrent incrédules face à la survenue d'une telle catastrophe. Dans leur rapport, les journaux britanniques affirmèrent que des avions allemands avaient bombardé Scapa Flow, avec The Times minimisant l'événement en déclarant qu'un seul dreadnought obsolète de la Première Guerre mondiale avait été endommagé, malgré la réalité qu'un des navires phares de la flotte britannique avait été perdu. Mi-octobre, l'ambassade soviétique dans les États baltes reçut un message confidentiel de Molotov, leur ordonnant de cesser toutes les activités avec les mouvements locaux. Il souligna que toute action pouvant être perçue comme une ingérence soviétique dans les affaires intérieures de la Lettonie, de la Lituanie ou de l'Estonie devait être évitée. Cela incluait l'absence de réunions ou de réceptions pour les délégations lettonnes. Toutes ces interactions devaient être ignorées. Si on les approchait, l'ambassade devait les renvoyer aux autorités locales. La directive stipulait clairement
que les Soviétiques visaient à respecter la souveraineté des États baltes tout en cherchant uniquement à établir des bases militaires sur leur territoire. Cela soulève une question importante. Certains soutiennent que l'intention ultime de Staline était d'annexer les États baltes. Bien qu'il soit impossible de connaître ses véritables pensées, il est un fait que les États baltes furent finalement annexés. À ce stade précoce, cependant, Molotov ordonna à plusieurs reprises aux ambassades de cesser tout contact avec les organisations amies locales, même jusqu'en 1940. Ces directives visaient à prévenir toute suspicion d'ingérence soviétique dans leurs affaires internes. Le premier affrontement entre les SS et la Wehrmacht émergea en Allemagne, à la suite de la campagne polonaise. Les généraux de la Wehrmacht écrivirent à Hitler, pressant que de nombreux officiers SS soient traduits en justice pour des actes de torture, de violence et de pillage. La Wehrmacht se considérait comme un corps d'officiers prussiens, disciplinés et professionnels, tandis qu'elle considérait les SS comme composés de voyous et de criminels. Malgré ces griefs, Hitler soutint les SS. Le 17 octobre, il émit un décret exemptant le personnel SS des tribunaux militaires et stipulant qu'ils seraient jugés plutôt dans leurs propres tribunaux internes. Cette décision entraîna une rupture majeure, car la Wehrmacht croyait que les OSS compromettaient la discipline de l'armée et nuisaient à la réputation de la tradition militaire prussienne. Néanmoins, Hitler ignora ces préoccupations, considérant les SS comme sa protection personnelle et pleinement engagé à les protéger. Bien que cet état d'esprit fût évident pour les Allemands, à l'époque, il restait flou pour les observateurs extérieurs. Parallèlement, les plans pour la Pologne se précisaient. Après la guerre, les journaux du général Halder furent rendus publics, indiquant que les principales cibles en Pologne étaient les élites, telles que les propriétaires terriens, les industriels, les intellectuels et le clergé, qui devaient être soit internés dans des camps, soit exécutés. L'objectif était de transformer la Pologne en une région avec une qualité de vie diminuée, où le travail forcé serait exporté vers l'Allemagne pour produire des biens nécessaires et soutenir ses secteurs agricoles et industriels. Essentiellement, la Pologne devait devenir un territoire de travail forcé. L'ampleur totale de ce plan serait révélée plus tard lors des procès de Nuremberg, mais dès le 18 octobre, Halder nota une déclaration claire concernant l'avenir de la Pologne dans son journal. Il écrivit « Les discussions d'aujourd'hui avec le Führer sur la question polonaise ont révélé que nous n'avons aucune intention de restaurer la Pologne. Les protections contre les mesures proposées ne sont pas encore finalisées. La Pologne doit servir de base pour les futures actions militaires allemandes. Elle devrait avoir des organes d'autogouvernance, mais ne pas être gouvernée selon des normes allemandes. L'intelligentsia polonaise doit être empêchée de devenir la classe dirigeante, et un niveau de vie bas doit être maintenu avec du travail forcé bon marché. Tous les éléments indésirables doivent être expulsés des territoires allemands. » Halder résumait manifestement les principaux points de Hitler lors de leur réunion. Ce compte-rendu est significatif pour deux raisons. Il éclaire l'état d'esprit allemand concernant leur approche des régions occupées et la date, le 18 octobre 1939, revêt une importance particulière car elle marque le jour de la rencontre avec Hitler. Pourquoi cette date est-elle significative? Un mythe historique suggère que Hitler et Staline ont tenu une réunion secrète à Lwów le 18 octobre. Selon cette affirmation, 2 trains blindés seraient arrivés, un pour chaque dirigeant, et la ville aurait été prétendument scellée par des soldats soviétiques et allemands. Cependant,
Cette assertion est inexacte, car les troupes allemandes avaient déjà quitté Lwów à ce moment-là. Les origines de cette histoire semblent remonter à un mémo de J.A. Edgar Hoover, alors directeur du FBI, adressé à l'un des aides du président Roosevelt, indiquant qu'il croyait que Hitler et Staline s'étaient rencontrés secrètement. Pourquoi aurait-il tenu une réunion secrète alors qu'ils communiquaient ouvertement par l'intermédiaire de Molotov à Moscou? Cette notion est clairement un mythe historique et il existe de solides preuves pour la refuter. Staline tenait un journal détaillé qui indique qu'il rencontrait Molotov et Jdanov ce jour-là. Pendant ce temps, Hitler était occupé avec des discussions sur la Pologne le 18 octobre, rendant impossible la présence de l'un ou l'autre des dirigeants à Lwów. Le 19 octobre, les forces allemandes commencèrent les préparatifs pour l'opération Gelb, l'invasion prévue de la France. Hitler confirma le plan, déclarant que l'invasion était prévue pour novembre. Parallèlement, d'importantes négociations se déroulaient en Turquie, impliquant la Grande-Bretagne, la France et la Turquie, aboutissant à la signature d'un traité d'alliance. Dans le cadre de cet accord, les Britanniques abordèrent une éventuelle frappe aérienne sur Bakou. Pourquoi cibler Bakou? À ce stade, la Grande-Bretagne avait commencé à bloquer les ports maritimes allemands pour entraver leur accès aux aliments et aux matériaux. En représailles, l'Allemagne initia la guerre sous-marine, coulant des navires de transport alliés, un aspect évident du conflit économique. Cependant, en raison d'un accord avec l'Union soviétique, l'Allemagne continuait de recevoir du pétrole et du blé par rail. Par conséquent, les Britanniques et les Français envisagèrent de bombarder Bakou, ainsi que Batoumi et Poti, prévoyant de lancer des attaques depuis des bases